Merci, Monsieur le Président. Avant de commencer mon allocution, je voudrais remercier, bien entendu, les organisateurs et particulièrement le professeur Grégory Nino et son équipe qui a su développer son thème de recherche au plan national et international avec nos collègues et amis québécois, américains, anglais. Et donc, cette organisation était parfaite et elle a eu le succès qu'elle méritait. Alors, quand il m'a demandé de parler de problèmes de prévention, je n'ai pas immédiatement vu quel était le rapport avec les interventions non médicamenteuses, car effectivement, en particulier en prévention secondaire et tertiaire, les médicaments jouent un certain rôle. Mais j'ai compris au fil des exposés et des posters exactement qu'il y avait effectivement, en particulier en prévention primaire, de grands rapports entre la prévention et les traitements et la prévention basée sur les techniques non médicamenteuses. Alors, il faut que j'appuie sur le bouton, voilà. Ma première diapositive a 3 thèmes, si vous voulez. Tout d'abord, un nouveau paradigme. En quoi la prévention conduit à développer un nouveau paradigme? Eh bien, en fait, ce qui était le but en particulier du groupe de travail de l'Académie de médecine que j'ai dirigé en 2012 et 2013, c'est de définir non pas des actions de prévention, il y en a eu bien d'autres, mais de créer vraiment une véritable politique de prévention prenant l'individu dès la grossesse, et je dirais même avant la grossesse, jusqu'au vieillissement, et de développer donc au niveau des académies de pharmacie et de médecine, et en lien, je vous le dirai, avec le CESPharm, qui est un comité d'éducation sanitaire que je préside, eh bien une conception de la prévention, c'est la prévention humaniste, qui est une conception centrée sur l'individu et sur le lien social. Et la prévention comme moyen de rendre la vie plus agréable et le plus tard possible. On a beaucoup parlé d'ailleurs hier des différents paramètres utilisés pour définir ces actions, en particulier le CALI, qui est une notion qui prend en compte non pas le prolongement indéfinitif ou presque de la vie, mais de la qualité de vie. Évidemment, rien ne servirait de vivre très longtemps si c'est avec des handicaps et des douleurs vraiment irrémédiables. Alors, cette prévention humaniste, on a conçu ces notions avec en particulier le professeur François-Bernard Michel, que vous connaissez tous, puisque c'est un des grands patrons de Montpellier, et avec le professeur Jean-François Mattei, ancien ministre de la Santé, vous savez, et ancien président de la Croix-Rouge. Et d'ailleurs, je vous ai mis ici deux ouvrages que nous avons faits ensemble, la prévention en question, je vous en dirai un mot tout à l'heure, et un autre livre avec Jean-François Mattei, Santé, égalité, solidarité, des propositions pour humaniser la santé. Alors, 3e point, la prévention et la promotion de la santé. Alors, c'est une notion un peu nouvelle qui provient de la charte d'Ottawa qui a été développée par l'OMS en 1986 et qui définit en fait le bien-être, qui est une approche globale de la santé
qui comporte à la fois le contrôle de chaque individu de sa propre santé et également de la prise en compte d'éléments généraux comme les problèmes sociaux, le logement, l'accès à un travail, l'environnement, enfin tout ce qui peut considérer, tout ce qui peut constituer eh bien, le développement d'un certain nombre d'actions qui conduisent, en particulier chez les personnes défavorisées, pour lesquelles on a dit que la prévention touchait surtout les riches et non pas les personnes en difficulté, bien évidemment, on peut les amener plus facilement à la prévention en justement s'appliquant à améliorer leurs conditions générales de vie. C'est donc une approche globale de la santé, de la notion de bien-être qu'a voulu définir l'OMS. Alors, la culture de prévention en santé a fait l'objet, donc, en 2013, d'un groupe de travail de l'Académie nationale de médecine, un groupe de travail pluridisciplinaire, car une autre notion importante qu'on a voulu développer, c'est l'aspect pluridisciplinaire de la prévention. Ce groupe comportait évidemment des membres de l'Académie de médecine qui, vous le savez, est composé de médecins, de chirurgiens, bien sûr, de pharmaciens et de vétérinaires, on le sait assez peu, quelques scientifiques. Et on a fait appel, en tant que de besoin, à des acteurs psychosociaux et médico-sociaux. C'est très important, ce travail pluridisciplinaire. Et ça a conduit à un premier rapport en 2013 traitant de questions fondamentales concernant la prévention. Et comme dans tous les rapports académiques, ce rapport se terminait par des recommandations prioritaires pour établir une vraie politique de prévention. Et un point qu'on n'a pas inventé, qui est réclamé depuis très longtemps par la Cour des comptes, par des organismes divers. Un rapport a été fait au niveau de la santé, au niveau de l'Assemblée nationale, et c'est une gouvernance forte des actions de prévention. Actuellement, la prévention, on a dit, c'est un véritable millefeuille avec une dizaine d'organismes qui ont chacun leurs petites actions personnelles et en particulier où on assiste à la lutte permanente, et d'ailleurs ça a été indiqué par la ministre de la Santé, entre le ministère de la Santé et la Caisse nationale d'assurance maladie. Il faut une gouvernance forte, un délégué national à la prévention, un système un peu du type de la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et toxicomanie, qui est une structure rattachée au Premier ministre et qui essaye d'harmoniser les politiques de prévention avec un délégué national, mais travaillant avec des délégués au niveau régional, avec les agences régionales de santé. On a dit aussi qu'il fallait des crédits dits sanctuarisés, car actuellement, les crédits de prévention servent souvent de variable d'ajustement quand il manque de l'argent dans les hôpitaux en particulier, au niveau régional, eh bien on pique, si j'ose dire, dans les budgets de prévention. Il faut donc des crédits sanctuarisés pour modifier le rapport prévention-soins, où nous sommes parmi les derniers en Europe, puisqu'on consacre à peu près 6% des crédits dévolus à la santé en France, contre à peu près 10% dans la plupart des pays développés, en particulier au nord de l'Europe, en Angleterre, etc. Et puis, troisième notion, et ceci a été évoqué ici, c'est la prévention fondée sur les preuves, car effectivement, d'ailleurs, tout au long de ce congrès, on a vu la nécessité de prouver
l'efficacité des actions et la prévention fondée sur des preuves qui a été développée par Antoine Flahault, qui, je crois, devait venir dans un premier temps, et il a quelques problèmes en ce moment, et avec Alfred Spira, qui est à l'Académie de médecine. Et ceci pour introduire l'économie de la prévention, car c'est évidemment ce que demandent les pouvoirs publics, mais ce rapport coût-efficacité doit être conçu en termes de santé individuelle et de santé publique, bien sûr sans négliger les problèmes économiques, mais qui ne doivent pas être mis en premier, comme pourraient nous pousser les gouvernements, pensant que la prévention, ça va permettre de faire des économies. À terme, sûrement, pour un certain nombre de pathologies, on en est sûr, la prévention, en particulier des fractures, si vous voulez, par le dépistage de l'ostéoporose, apporte un gain immédiat. Le dépistage des maladies rénales, avant qu'on en arrive à la dialyse et à la transplantation qui coûte horriblement cher, en plus de la vie affreuse des patients dialysés, eh bien, pour ce qui est d'autres pathologies, il faut faire des études coût-efficacité. Le tabac, bien sûr, dans tous les pays, ces études ont été absolument démontrées en numéro 1, mais par exemple, aux États-Unis, l'alcool, curieusement, apparaît en 10e position, alors qu'en France, il apparaît, en France et en Europe, il apparaît en 2e. Alors, culture de prévention, santé, toujours, lutte contre les inégalités dans la prévention qui ont été développées toujours par les mêmes auteurs. Il faut toucher les populations défavorisées. Je vous l'ai déjà dit, d'aucuns ont dit la prévention ne sert qu'aux riches parce que les personnes défavorisées ont bien d'autres soucis en tête pour vivre que de faire de la prévention. Et vous savez que le tabagisme, l'alcoolisme et ce qui en découle, c'est la mortalité atteint essentiellement les personnes âgées. Mais contrairement à ceux qui combattent la prévention, souvent d'ailleurs pour des raisons de profit, disent ça creuse les inégalités et par conséquent, il faut plutôt consacrer aux soins nos crédits. Eh bien, en fait, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut procéder. Il faut, au contraire, relever les politiques de prévention en faveur des personnes défavorisées avec des méthodes spécifiques et en particulier, beaucoup d'associations actuellement se préoccupent de ce problème et on en a cité un certain nombre dans notre rapport. Point important également, l'éducation à la santé et à la prévention dès l'école primaire. C'est absolument capital et maintenant tout le monde le reconnaît. Malheureusement, certains enseignants, et en particulier les syndicats d'enseignants, refusent de faire cette éducation à la santé. Ils refusent même d'être formés à cet égard ou même de laisser pénétrer des professionnels de santé dans certains établissements. Il faut donc créer un véritable service de santé scolaire avec des médecins scolaires. Vous savez que la médecine scolaire est en complète déshérence. Il y a 1000 postes non pourvus en 2014. C'est pas la peine de... Certains syndicats disent qu'il faut créer des postes de médecine scolaire. La médecine scolaire est rattachée à l'éducation nationale. Par conséquent, les gens y sont mal payés. Il faut rattacher la médecine scolaire au ministère de la Santé avec un véritable service de médecine scolaire. Actuellement, il y a 1000 médecins scolaires pour 12 millions d'élèves. Alors, il n'y a que dans les villes où la municipalité paye en plus médecins scolaires, comme à Strasbourg ou à Lyon, par exemple. Je ne sais pas si c'est la même chose à Montpellier, mais évidemment, il faut absolument revoir ça, en liaison également avec les infirmières scolaires qui ont un autre statut
Et il se trouve que les médecins et les affaires scolaires ne se parlent pas et surtout n'acceptent pas de position hiérarchique. Il faut revoir entièrement le problème. Les vaccinations, avec Francis Mégerlin, on en a parlé. Eh bien, il faut absolument, au niveau scolaire et au niveau de l'adolescence, on va le voir, augmenter la couverture vaccinale, qui est assez bien réalisée pour les vaccinations du nouveau-né, mais qui ensuite se dégrade largement, et ceci par une collaboration de tous les professionnels de santé, sans en exclure, comme il apparaît que ça va être le cas dans la prochaine loi de santé. Et il faut instaurer un parcours de prévention parallèle au parcours de soins durant toute la vie, en faisant des consultations pluridisciplinaires et en ayant les moyens de les imposer, après la PMI qui est assez bien faite, mais ensuite, au cours de toute la vie, il faut des consultations. En particulier, vous savez qu'il n'y a plus de consultations prénuptiales, vu que le nombre des mariages étant en diminution, on a supprimé ce genre de consultations. Il n'y a plus de service militaire pour l'instant, et donc il faut instaurer des consultations régulières pour assurer une permanence, si j'ose dire, de la politique de prévention. Un combat réel contre les drogues légales et illégales, je n'insiste pas, tabac, alcool, cannabis, etc., mais un combat réel. Actuellement, ce combat, c'était une posture souvent gouvernementale, et il n'y a pas de combat réel. C'est en train de changer, justement, avec la Mildeca, qui a une puissance maintenant réelle. Mais il y a tellement de groupes de pression, pour ne pas dire de lobby, à ce niveau, qu'il y a souvent une annulation des effets prévus. Et puis, il faut avoir dans ce domaine une vision européenne et mondiale. Par exemple, en ce qui concerne la vaccination, il y a maintenant une recommandation de la communauté européenne afin de recommander un certain nombre de vaccins pour pallier certaines catastrophes, comme par exemple actuellement la rougeole ou l'hépatite B, où la couverture vaccinale n'est pas suffisante. L'OMS également, en ce qui concerne le tabac, a émis des prescriptions. Il faut que la France suive ces prescriptions internationales. Nous avons fait un second rapport à l'Académie de médecine qui a été voté et publié en 2014 sur la prévention en santé chez les adolescents. Pourquoi ? Eh bien, on le sait, et dans toute l'Europe de l'Ouest, c'est pareil, les adolescents actuellement sont en grave danger pour leur avenir. On le sait, pour les problèmes. Les adolescents ont toujours eu ou voulu avoir des comportements à risque, mais maintenant, ces comportements sont de plus en plus dangereux. Je ne parle pas de la conduite automobile en état d'ivresse, du binge drinking qui consiste à boire jusqu'à l'ivresse dans un temps record et dont on sait maintenant qu'il provoque des atteintes neuronales extrêmement importantes et irréversibles. Il faut des consultations, une information d'abord dès l'âge de 10 ans de tous les jeunes en disant le risque qu'ils courent si ils suivent les mauvais conseils. Des consultations pluridisciplinaires, donc il faut développer des moyens de communication adaptés. Et là, il y a des mouvements extrêmement efficaces qui voient le jour. D'abord, l'éducation par les pairs. Évidemment que les jeunes sont plus à même de suivre les conseils des gens qui ont leur même âge, le même âge qu'eux, la même situation. Et ça a été développé en particulier l'INPES, l'Institut national de prévention et d'éducation en santé, a fait tout un numéro là-dessus et ont montré, à l'égal de certains pays, en particulier le Québec, où il y a eu de nombreux
opération réussie dans ce sens. L'éducation par le sport qui est en train de se développer, on a auditionné en particulier des gens comme Philippe Audoux qui a créé Sport dans la ville à Lyon et à Grenoble, où plus de 2000 enfants essentiellement issus de populations défavorisées, avec des éducateurs, sont par le sport éduqués. Et quand on fait du sport, surtout intensif, on ne fume pas, on ne boit pas, on développe le lien social et ça fonctionne très bien. Il y a la fondation qui est présentée ici par le professeur Sancho-Garnier, que vous connaissez bien, et également avec le sport en lien avec la lutte contre le cancer. Il y a également dans la région parisienne des opérations de ce type et je crois qu'il faut les encourager. Et d'ailleurs, souvent, elles sont aidées par les municipalités car l'éducation par le sport, de l'ordre de l'effet bénéfique du sport, conduit à une éducation extrêmement sympathique. Alors, deux mots sur les techniques d'information et de promotion en santé que vous connaissez et qui, de plus en plus, envahissent, disons, les adolescents, que ce soit la télévision, les réseaux et l'utilisation de tous les outils qui apparaissent maintenant et qui conduisent parfois, disons, à des spectacles absolument comment dirais-je, délétères pour les jeunes et qui en plus agissent sur leur sommeil et également sur leur manque d'activité physique et c'est tout à fait dommageable. Donc c'est à la fois un très bon moyen d'éducation, mais également ça en peut être un très mauvais. Promotion des activités physiques et sportives contrôlées, on en a parlé. Promotion des vaccinations, je vous en ai déjà parlé. Et des recommandations prioritaires spécifiques contre les conduites à risque, on en a parlé. La lutte réelle contre les drogues légales et illégales et le dopage. Il faut savoir qu'à 17 ans, 68% des jeunes ont déjà fumé, 35% fument régulièrement. Et à contrario, à 17 ans, 7% seulement des jeunes n'ont jamais touché au tabac, à l'alcool ou au cannabis. C'est absolument terrible et il faut évidemment avoir une lutte réelle contre les drogues, contre ceux qui les distribuent, ceux qui les importent. Vous connaissez très bien ça, mais il faut absolument le faire. À l'ordre des pharmaciens, il y a un contrat entre le CESFARM, donc, que je dirige, avec la MILDECA et le ministère des Sports, justement pour lutter contre le dopage, qui est un autre fléau, surtout au niveau des jeunes, car des clubs, évidemment, n'ont pas une position extrêmement normale à ce niveau, en dehors du fait que des jeunes se dopent eux-mêmes, bien évidemment. Dépistage des troubles psychocomportementaux chez les adolescents, c'est important. Il faut savoir qu'on a pratiquement le record en Europe des tentatives de suicide. Il y en a 40 000 par an. Alors, fort heureusement, notre système de santé est suffisamment véloce pour très souvent arrêter ces tentatives, mais qui peuvent recommencer et qui donnent un certain nombre de morts. Dépistage et prévention des conduites alimentaires néfastes, on en a parlé ici, que ce soit l'obésité courante, si j'ose dire, qu'on a vu récemment, dont on a vu évidemment les risques concernant les cancers en particulier, l'obésité morbide, qui est en fait une maladie psychologique le plus souvent, voire psychiatrique, l'anorexie également, et qui conduit souvent d'ailleurs aux tentatives de suicide.
serai beaucoup plus bref avec ce qui commence à fonctionner à l'Académie nationale de pharmacie, où je dirige également un groupe de travail sur la prévention et la promotion de la santé et le rôle des pharmaciens. Les pharmaciens de tout temps effectuent des conseils. Ils sont bien répartis dans toute la population. 4 millions au moins de personnes fréquentent une pharmacie tous les jours. Et ils effectuent, en dehors des conseils maintenant, des entretiens pharmaceutiques par accord avec les syndicats de pharmaciens et la CNAM, qui ont porté sur la surveillance, la prévention et la surveillance des accidents liés aux antivitamines K et actuellement à l'asthme. Et ils ont donc un rôle spécifique par leur contact avec le public. Et ce sont des promoteurs, et on les pousse à ça évidemment au niveau du CESFAM, de la prévention humaniste et lien social. Et donc, on a voulu associer prévention et promotion de la santé, car du fait de leur intégration, si j'ose dire, dans le tissu social, ils peuvent avoir un rôle extrêmement intéressant. Et donc, ce rapport est en train d'être étudié actuellement au niveau de l'Académie de pharmacie. Le CESFAM, je vous en dis un mot, c'est le comité d'éducation sanitaire et sociale de la pharmacie, qui est proche de l'ordre des pharmaciens et qui travaille, depuis que je le préside, en étroite collaboration avec les académies de médecine et de pharmacie dans le domaine de l'éducation à la santé, bien sûr, de la prévention et de l'éducation thérapeutique. Et il faut évidemment, nous poussons à informer, à former les pharmaciens en contact avec le public sur le rôle en santé publique à l'aide de notre site internet qui est très fréquenté, qui est essentiellement ouvert aux pharmaciens et qui peuvent commander des documents à distribuer au public, mais également qui est ouvert au public et qui est très consulté par le public qui trouve à la fois des actualités et des conseils dans le domaine de la prévention et de l'éducation à la santé. Ça concerne essentiellement les pharmaciens en contact avec le public, dont des pharmaciens d'officine, les pharmaciens hospitaliers et les biologistes médicaux de proximité, qui doivent avoir un rôle important également de conseil, puisque légalement, ils doivent, commenter les résultats d'analyse. Malheureusement, avec le développement qui a été poussé par le gouvernement, non seulement celui-là, mais le précédent, a créé des laboratoires industriels de la biologie. Évidemment, là, le commentaire sur les résultats d'analyse manque. On essaye de relever, mais il faut savoir que la loi sur la biologie médicale date de 3 ans et qu'il manque à peu près la moitié des décrets et des arrêtés d'application. Alors évidemment, on ne peut pas faire grand-chose contre la pression des financiers qui veulent se saisir de ces laboratoires. Voilà. Et je peux le dire, puisque moi je suis bénévole comme président du CESFAM, le CESFAM maintenant a une notoriété accrue grâce à des collaborateurs exceptionnels, en particulier sa directrice que beaucoup connaissent, Fabienne Blanchet, qui est docteur en pharmacie, docteur et sciences, et qui a été élue à l'Académie de pharmacie. Elle est souvent consultée, en particulier par le ministère de la Santé. Enfin, un mot, pratiquement pour terminer, sur un groupe de concertation interacadémique des sciences de la vie et de la santé que j'ai fondé en 2000, qui est une instance de réflexion et d'études scientifiques pluridisciplinaires, j'y reviens encore, sur des sujets d'intérêt commun entre des académies et des académiciens de sciences, médecine, pharmacie, chirurgie dentaire, vétérinaire, agriculteur. On a essayé de réunir tout le monde qui sont intéressés par des sujets communs. Quelques thèmes abordés. Les OGM en 2000,
qui malheureusement nos conseils n'ont pas été suivis d'effet jusqu'à présent, contamination alimentaire, biologique et chimique, addiction et dopage, la prévention en question, vous voyez, en 2009, où on a déjà pratiquement développé les notions dont je vous ai parlé, pollution de l'environnement en 2012, et cette année, nous travaillons sur la prévention, toujours prévention des maladies animales à conséquences humaines, la liaison entre les vétérinaires et les académies des sciences et de médecine, pas toujours évidente, et là, on réunit des spécialistes de ces questions sur des maladies pas encore très bien connues quant à leurs aspects sur les réservoirs de virus et sur les agents transmetteurs, et c'est très gênant pour la prévention. Actuellement, la prévention d'Ebola piétine un peu parce qu'on n'a pas tiré exactement tous les enseignements. Chikungunya. J'insiste un mot sur les borrélioses, la maladie de Lyme, qui est une maladie grave, qui est fort heureusement pour vous atteint surtout nos provinces de l'Est de la France. On a toujours dit la maladie de Lyme, qui est transmise par un gemme de la famille des Borrelia, est transmise par les tiques. On s'est dit, il y a quand même un problème, parce que tout le monde ne se roule pas dans l'herbe et attrape les tiques, c'est plutôt les animaux. Et justement, le président actuel de notre groupe a été atteint d'une maladie de Lyme très grave. Il a failli d'ailleurs en mourir, et il ne s'est jamais rappelé avoir été piqué par des tiques. Et il est paru récemment disant que c'est les temps, ce qui est beaucoup plus vraisemblable, parce que des temps, il y en a largement dans toutes les régions, et les temps peuvent transmettre cette maladie à partir de porteurs des Borrelia, qui sont souvent des petits rongeurs et qui ont encore été peu exploités, de même les brucelloses, etc. Alors, en guise de conclusion, vous allez me dire, la future loi sur la santé met en première ligne un premier axe voulu par le président de la République et la ministre de la Santé. Pour le premier axe, c'est la prévention, augmenter les actions de prévention. Malheureusement, ça ne dessine pas une politique de prévention, et surtout, il n'y a pas de projet d'avenir. On a fait quelques coups portant sur la contraception des jeunes filles, sur les salles de shoot, sur, évidemment, bien sûr, la lutte contre le tabac et l'alcool, qui sont des positions de principe, mais il y a de tels lobbies actuellement, vous le lisez tous les jours dans les journaux, qu'ils soient des buralistes, des fabricants de cigarettes, etc., également des producteurs d'alcool, eh bien que cette loi, un peu dans le domaine de prévention, est une peau de chagrin. L'Académie de médecine vient de faire à ce sujet des suggestions, mais il est bien tard actuellement pour redresser la barre si la loi de santé passe, ce qui n'est pas encore tout à fait certain. Donc, il y a beaucoup de progrès qui restent à faire, car il y a de bonnes intentions au niveau des pouvoirs publics, mais on attend des mesures efficaces. Voilà, avant de vous remercier de votre bienveillante attention, je vous livre deux réflexions, l'une qui émane de mon ami et maître Jean-François Mattei, la prévention humaniste et l'avenir de la médecine, j'y crois certainement, et en plus j'ai retenu l'une de mes motivations, comme avec la Croix-Rouge et la Fondation pour le lien social, qui avait distribué des cartes portant la réflexion d'un prix Nobel de la paix. Après le verbe aimer, aider est le plus beau verbe du monde. Je vous remercie.